Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche à tous. Ah oui, il y a comme un son. Vous vous dites, c'est pas possible, Ferniaud, il a du monde en studio. Non, c'est pas vraiment ça. Vous le savez, comme chaque année, comme j'aime le faire, je me déplace dans la plus grande ferme de France quand elle a lieu. Quand elle est ouverte, et cette année, elle est ouverte. Je suis évidemment, vous l'avez compris, au Salon de l'Agriculture. Et déjà, dès 10h du matin, c'est l'effervescence. Faut dire que c'est le deuxième jour. Tout le monde est encore super en forme. Tout le monde veut en découdre. Tout le monde veut montrer ce qu'il a de meilleur. Et tout le monde veut être la vitrine de cette agriculture française qu'on aime, évidemment. Alors, année pas simple, bien évidemment, année pas simple due à l'actualité. Le président, et on va en discuter immédiatement, est passé rapidement hier par rapport à ce qui était prévu. Mais heureusement, le Premier ministre, lui, est resté et a fait le tour du salon. Ce matin, je reçois avec moi, dans ce studio, sur le village Semence où nous sommes, je reçois le couple vedette, il faut le dire, mesdames et messieurs, le couple vedette de ce salon de l'agriculture, à savoir Arnaud Lemoine, le directeur du Sénéca. Bonjour Arnaud Lemoine. Bonjour. Et à côté de vous, Arnaud, Olivier Allemand, le commissaire général du concours général agricole. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, quel bonheur d'être là. Ah oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Alors nous, ça nous a manqué, et vous, pour la circonstance, c'est même votre premier salon en tant que commissaire général. Ça c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on l'a tellement voulu pour les agriculteurs en premier lieu, et aussi pour l'impact psychologique que ça a pour tout le monde et pour tous les visiteurs qui sont là aujourd'hui. Alors en face de vous, il y a Philippe Dubief. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous allez comprendre dans une seconde pourquoi j'ai fait venir cet éminent personnage. J'avais besoin de faire un point sur l'actu, vous allez comprendre. Je vais vous dire dans une seconde. Mais pour l'instant, laissez-moi interroger Arnaud Lemoine, directeur du Sénéca. Alors Sénéca, tout le monde sait ce que c'est ici. En revanche, dans le grand public, c'est pas sûr. Expliquez-nous. C'est assez simple, c'est les propriétaires du Salon de l'Agriculture, du Salon du Cheval de Paris et copropriétaires du Concours Général Agricole. D'accord. Donc c'est vous qui êtes en fait le grand ordonnateur, en quelque sorte, de ce Salon de l'Agriculture. Organisateur, ça suffira. Ça suffira, merci. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Salon de l'Agriculture, évidemment, il y a eu une période pas très faste, on peut dire, depuis le dernier, c'est-à-dire il y a 2 ans. Et aujourd'hui, vous l'avez surnommé le Salon des retrouvailles. On l'a surnommé le Salon des retrouvailles parce que tout le monde est content de se retrouver. Amputé en 2019, reporté en 2020. Je pense que ce salon, il a un goût particulier. D'ailleurs, quand on va dans les allées, on voit bien que les gens sont contents d'être là, de se retrouver, de boire un coup, de découvrir, en pédagogie ou pas, mais tout le monde est heureux d'être là. Mais pas seulement les retrouvailles, aussi la responsabilité. Pourquoi la responsabilité ? Parce qu'il y a beaucoup de monde, on est en crise sanitaire, toujours, il y a d'autres actualités, mais on est en crise sanitaire, et on demande aux gens de mettre le masque. Ah oui, oui. Mais ça va pas durer normalement demain, si le préfet est d'accord, tout le monde tombera le masque. Le masque sera recommandé. Recommandé néanmoins, bien sûr. Pas pour les bêtes, on est d'accord. Non. Les vaches et les cochons, non. Il n'y a que les vaches qui peuvent être masquées. En particulier les tarentaises, elles sont maquillées autour des yeux. Joli. Bien vu, merci. Olivier Allemand. Oui. Alors on a coutume de mettre dans l'ordre Salon de l'Agriculture et concours général agricole, alors que c'est l'inverse historiquement. Ouais, justement, moi je m'insurge en faux, parce qu'évidemment on est à la 58e édition du Salon de l'Agriculture, on est à la 151e édition du concours général agricole, et c'est vrai que au-delà de la blague, historiquement c'est bien ça, c'est-à-dire que tous les éleveurs et tous les agriculteurs de chaque région de France venaient porter leurs produits à Paris pour avoir la médaille de Paris. Oui, c'est ça, montrer leur savoir-faire. Montrer leur savoir-faire et se confronter. Et en fait, historiquement, c'est vrai qu'après les deux ont fusionné il y a 58 ans, mais il n'empêche que... je veux taquiner un petit peu mon collègue. C'est vrai qu'évidemment, il y a une antériorité du concours général agricole, mais en tout cas, les deux ont une vraie histoire fusionnelle avec les Français. On peut résumer ça autrement. Le concours général agricole n'est rien sans le salon, mais le salon n'est rien sans le concours général agricole. Oh, c'est beau. C'est pour ça que je dis que vous êtes un vrai couple, Oui. Tous les deux. Alors, dites-moi Arnaud Lemoine, ce salon, il existe depuis la fin des années 50. Un grand ministre de l'Agriculture, Edgar Pisani, en a eu l'idée en quelque sorte sur base du concours général. Absolument, c'est Edgar Pisani qui a eu cette idée pour fortifier le concours général agricole, d'augmenter son périmètre et d'y rajouter d'autres productions, etc. C'est devenu ce beau salon. Il a toujours été porte de Versailles, ou pas loin.
Et comment dire ça? C'est le plus grand salon de France? C'est devenu le plus grand salon de France, on va être honnête. Pourquoi? En visiteur en tout cas? Oui, parce que le salon de l'auto s'est un peu cassé la figure. Et donc on est devenu le plus grand salon de France. Environ, les bonnes années, jusqu'à 700 000 visiteurs. Hein. Exactement. Le maximum, ça a été 710 000. Et en moyenne, on est autour de 600 000. C'est ça. Donc et ça sur une semaine. Donc oui, on peut dire en moyenne 100 000 spectateurs par jour comme un visiteur. Exactement, 100 000 par jour. Ce qui est complètement dingue hein, quand on réfléchit. D'ailleurs, il suffit d'être là, même en ce dimanche matin et surtout même le dimanche parfois, parce que c'est un beau jour hein, pour la visite. C'est un gros jour le dimanche parce que les gens viennent ici en famille et donc ça augmente le nombre de gens qui sont présents. Bon, on va parler ensemble et du salon et du concours général agricole, mais je voudrais me tourner vers notre autre invité, Philippe Dubief, qui est... alors lui, il est en charge de la communication, il est le président de la commission communication d'Inter-Céréales. Et pourquoi je vous ai demandé de venir, cher Philippe, vous le savez, parce que évidemment l'actualité est très capricieuse et très malheureuse en ce qui concerne l'Europe et l'Europe de l'Est notamment. Hein. Inutile de dire que tout le monde est branché sur les chaînes d'infos pour savoir ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Et on a compris que les mesures qu'on pouvait prendre, les mesures économiques, pouvaient agir comme un boomerang, et notamment sur les céréales, le blé notamment, puisque j'ai cru entendre dire que l'Ukraine et la Russie, à eux deux, exportent plus d'un tiers, presque 40% du blé mondial. C'est absolument vrai. C'est-à-dire que très peu de pays, finalement, exportent des céréales dans le monde. Hein. C'est une dizaine de pays à peine. Le premier exportateur, la Russie. Le quatrième, c'est l'Ukraine. Le cinquième, c'est la France. Donc, bien évidemment que ce conflit a des impacts directs, à la fois sur les cours, hein, on le voit très rapidement, mais aussi il y aura un impact sur la logistique, parce que si une dizaine de pays qui exportent et finalement 150 qui ne sont pas autosuffisants, eh bien, il va y avoir une vraie difficulté, sans doute, sur un point de vue logistique, pour faire venir la marchandise là où elle est produite et là où on la consomme. Philippe Dubief, le président Macron a été assez clair en ce qui concerne les mesures économiques, les mesures de restriction économique, enfin bien que ça puisse encore progresser malheureusement selon la situation. Quel est le risque des Français aujourd'hui? Soyons clairs, on est à l'aube de ce salon, deuxième jour. Qu'est-ce qu'on risque à s'empêcher les imports de blé russe et ukrainien? Alors, pour être très clair, la France est le premier producteur de l'Europe à 27. Hein. On représente pratiquement un quart. On est le grenier à céréales de l'Europe à 27. Vous voulez donc dire la que France, le pain français ne risque rien? Notre baguette, elle sera absolument. La France exporte la moitié de ses céréales. Dans la moitié, et je vous dis, on représente le quart de la production. On est vraiment le grenier à céréales de l'Europe. Là où la difficulté est, et le président Macron l'a redit ce matin, c'est que la souveraineté alimentaire, qui est une notion très nouvelle, hein, elle a 2 ans avec le Covid. On n'a jamais entendu parler de souveraineté alimentaire. Et bien là, elle est redevenue sur le devant de la scène. Pourquoi? C'est que demain, la Russie et l'Ukraine posséderont l'arme alimentaire. Posséderont l'arme alimentaire lorsque vous mettez le premier et le quatrième. Et la difficulté ne sera pas en France, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, et pas en Europe. La difficulté, c'est qu'il y a des grands pays importateurs. Je prends l'Égypte, le premier importateur mondial en termes de céréales, où les Russes, habituellement, allaient faire leurs marchandises. Pourtant, c'était le premier exportateur du côté de la Haute-Égypte qui exportait vers Rome les blés de la vallée du Nil. Il y a bien longtemps. Ça a bien changé, maintenant ils importent. Il y a bien longtemps, et vous avez sans doute raison. Si ça manque, en termes de logistique, ça va être extrêmement grave. Pourquoi? Parce que les populations, voilà, si en France, on consomme 100 grammes, à peine 100 grammes de pain par jour et par habitant, en Égypte, c'est 400. Et on sait que l'alimentation est un facteur de paix. En tout cas, ça évite les conflits. Et si demain, la logistique va devenir extrêmement importante, et je terminerai là-dessus. J'étais avec des exportateurs hier, samedi, et qui nous disaient que finalement, dans l'Afrique subsaharienne, il y a 1 mois de stock finalement chez eux physiquement, et 1 mois de stock sur les mers. Voyez. Donc, comme quoi, je veux dire, tout ça, enfin, les conséquences vont être quand même assez importantes, surtout sur les pays importateurs qui dépendent de la Russie. Bon, restez avec nous s'il vous plaît, messieurs. On va se quitter 1 minute, la petite coupure pub, et on se retrouve tout de suite après pour parler. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Retour ici.
ici sur le village Semence au Salon international de l'agriculture avec mes invités, avec Arnaud Lemoine qui est le directeur du Sénéca. On vous a expliqué tout à l'heure ce que c'était. Grosso modo, c'est l'organisme qui possède le Salon de l'agriculture, donc qui l'organise. Olivier Allemand, le tout nouveau, enfin tout nouveau non, mais tout nouveau sur le salon, commissaire général du concours général agricole, qui distribue ces fameuses médailles avec la petite feuille de chêne. Hein. Exactement. Qui distribue parcimonieusement, on va en parler dans une seconde. Et avec nous également Philippe Dubief d'Intercéréales qui nous faisait un petit point sur la géopolitique du blé. Hein, et Dieu sait qu'en ce moment, on a tous les yeux rivés vers l'Est de l'Europe et même vers la Russie pour savoir à quel pain on va être mangé. Et bon, pour l'instant, pas trop grave. Je voudrais en terminer avec vous, Philippe, si vous voulez bien. Juste pour dire, bon, on a compris que le pain ne serait pas touché parce que globalement, le pain et surtout le pain artisanal, il n'est fait que de blé français, hein, pour schématiser. Absolument. Hein. Absolument. En revanche, il y a l'alimentation animale, on n'en parle pas assez. On se rend pas compte, par exemple, que le cochon, par exemple, qui est aussi un marqueur fort de notre table française, le cochon, le porc, est très très consommateur de céréales. Absolument. Alors, c'est pas compliqué dans le monde. Les céréales, c'est responsable à peu près de 50% des calories au monde. Pourquoi? Parce que dans une ration alimentaire, vous mangez des pâtes, ce sont des céréales. Vous mangez du pain, c'est des céréales. Ce sont nos sucres lents occidentaux, quoi. Absolument. Les volailles, le porc, et si vous buvez de la bière, c'est des céréales. Donc, franchement, on est vraiment... C'est un point central et je pense que le président... Et là, il y a un risque ou pas? Je veux dire, là, parce qu'on a dit que le blé français alimentait nos boulangeries, mais pour l'alimentation animale, je suppose qu'il y a de l'import. Non, il n'y a pas d'import, parce que, au contraire, les entreprises françaises, on est dans les leaders européens en termes de capacité d'exportation en fabricant d'alimentation et bétail. En revanche, je veux peut-être juste insister sur la liaison entre la filière céréalière et la filière animale et la preuve de la solidarité dont on devra faire preuve cette année, parce que si structurellement on n'a pas de soucis en termes de cours, etc., ce qui se passe aujourd'hui provoquera inévitablement donc beaucoup de grandes disparités dans les cours, de grandes volatilités, et que bien évidemment ça posera sans doute un problème pour un certain nombre de producteurs. Merci Philippe Dubief de ces éclairages. Merci. Je demanderai son avis à Christiane Lambert la semaine prochaine, la présidente de la FSEA, qui est également éleveuse porcine et qui donc est au cœur du problème et qui doit pas faire des nuits très longues en ce moment à penser à ces problèmes de céréales chez nous. Merci. Bien messieurs, revenons à notre salon. Alors le SIA, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 3 ans? Quelle est l'évolution? Quelle est la tendance, Arnaud Lemoine, cette année? Peut-être qu'il y a des nouveautés, oui. En effet, un hall dont on ne parle jamais, c'est le hall équin. Le hall des chevaux. Personne ne le sait, mais c'est la concentration de visiteurs la plus importante au salon. Et c'est un peu le hall délaissé par les politiques en général. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'alimentaire, en quelque sorte. Peut-être parce que le lien avec les visiteurs est pas le même, parce que c'est plus accroché au loisir. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, j'encourage les gens à y aller parce que c'est un superbe hall. Et c'est là où les visiteurs vont souvent en priorité, en particulier le week-end, samedi, dimanche. On va au hall des chevaux, au hall 6. Ah oui, absolument. Parce qu'il y a quand même un très très bel élevage équin en France, hein, dans plusieurs régions. Et peut-être 2 autres choses à signaler qui ont changé. Le salon, il se fait pendant, mais il se fait aussi avant et après. Pourquoi avant et après? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le salon de l'agriculture s'arrête à telle date. Il continue tout au long de l'année. Je vous donne un exemple. Le 6 mars, il y aura une grande transhumance dans Paris, sur les Champs-Élysées. 2022 moutons, intitulés cette expérience « Les Folies Béarnaises », vont défiler sur les Champs-Élysées. C'est la première fois que ça va arriver. Et le salon est partenaire de cette transhumance et nous en sommes très fiers. Ah oui, ça va être chouette. C'est surtout quand on passera derrière les balayettes de la ville de Paris. À mon avis, il y aura de la paille et pas que. Oui, hein, mais bon, c'est la campagne à Paris. C'est ça aussi le salon de l'agriculture. Absolument. Et peut-être une autre innovation. Après 22 ans d'absence, on a recréé une médaille du salon. Ça nous paraissait important de récompenser de nouveau tous ceux qui font le salon de l'agriculture. Hélas, l'actualité a fait qu'on a, ou pas hélas d'ailleurs, a fait qu'on a changé de braquet dès hier. On a attribué la première médaille après 22 ans du Salon de l'agriculture au peuple ukrainien. Et la médaille sera remise à l'ambassadeur d'Ukraine dès qu'il le souhaitera après le salon. Il n'y a pas de stand de Russes, bien que ce soit international, pas de Russes sur le salon de l'agriculture. Non.
Ouais, bah, tant mieux peut-être, hein, parce que cette année, ça serait compliqué, je pense. C'est peut-être mieux pour si on cette s'était année. retrouvé avec un exposant russe. Absolument. Merci Arnaud Lemoine. Alors on parlait de médailles, il y a un homme ici, Olivier Allemand, qui est entièrement bardé de médailles. Alors c'est pas les siennes, c'est celles qu'il va remettre. Combien de médailles d'ailleurs au total vont être remises pratiquement? Alors pour être clair, sur le concours par exemple des vins, il y a 13 904 vignerons et échantillons qui ont été proposés sur cette édition 2022. Il y a à peu près 20% qui iront au bout du processus et qui seront médaillés, avec des médailles évidemment bronze, argent et or. Donc ça veut dire quand même que il y a une vraie sélection. Et il y a du boulot. Et d'autant que vous le disiez, le salon et le concours général existent avant, pendant et après. Et en fait, ne serait-ce que pour les vins, il y a une présélection dans les 27 départements viticoles en amont qui élimine déjà 50% donc des échantillons proposés. Pour les produits, on a eu 6 940 produits de producteurs différents. Toutes sortes de produits. Hein. Toutes sortes de produits. On a 28 catégories, mais quand je vous parle d'une catégorie, par exemple, c'est les produits laitiers. Et sous cette catégorie, j'ai 280 sous-catégories de tous les fromages. J'ai les yaourts, j'ai la crème fraîche et j'ai le beurre. Donc, comment vous coup, gardez la ligne, Olivier Allemand? alors, parce que vous êtes extrêmement fit. Comme oui, mais je fais comme vous, je fais du sport et c'est vous qui m'avez tout appris, Vincent, et ça, les auditeurs doivent le savoir. Ah, vous avez fait mieux que moi, hein. Soyons clairs là-dessus. Non, ce qui est intéressant dans le concours général agricole, c'est que c'est une médaille qui est un vrai signe de qualité. Hein. À travers le temps, c'est devenu un marqueur de la qualité alimentaire. Alors c'est un marqueur pourquoi? Parce que d'abord, pour chacune des catégories de produits ou de vins, automatiquement, ça fait référence à un cahier des charges INAO vu avec les filières. Donc pour certains produits, c'est l'AOP, l'IGP, mais d'autres, c'est des cahiers des charges qui sont très précis. Donc déjà, on a un cahier des charges précis avec un règlement précis. Ensuite, en termes de jugement, on a des jurés qui sont à moitié des professionnels de leur catégorie, mais à moitié des consommateurs comme vous et moi, qu'on a formés. Donc s'il y a des auditeurs de Sud Radio qui veulent pour le concours 2023 être jurés au concours des épices, au concours des confitures, au concours des bières, au concours des jus de fruits, vous pouvez vous inscrire sur le site du concours général agricole et on vous paiera une journée de formation pour vous apprendre à être dégustateur. Et pourquoi? Et t'as oublié un produit pour faire venir les gens, le foie gras. Ah, le foie gras, bien sûr. Fantastique. Mais ça, c'est le concours des produits foie gras, c'était hier samedi. Voilà. D'ailleurs, je vous annonce que la semaine prochaine, on sera encore ici au Salon de l'Agriculture. Je ferai une spéciale Nutri-Score pour parler justement des problèmes de nos gras de terroir et voir comment le Nutri-Score les traite pas toujours très bien. Mais voilà, c'est un avec petit plaisir. aparté. Donc effectivement, le jugement avec des jurés qui représentent à la fois les professionnels et les consommateurs, donc l'évolution du goût à travers les années des consommateurs. Et 3, le contrôle en point de vente. C'est-à-dire qu'on est associé à Bureau Veritas pour contrôler dans les supermarchés, dans les épiceries fines, qu'il n'y a pas d'usurpation de la médaille. Donc le consommateur, il peut être rassuré, notamment, il est associé, mais il peut être rassuré. Donc sur ces 3 étapes-là, on a des cahiers des charges qui sont très précis. Et je vais en profiter pour vous annoncer en priorité ici le fait que notre rôle, c'est aussi de faciliter l'accès aux produits médaillés à tout le monde. Et on va lancer le 2 mars l'application du concours général agricole où vous allez pouvoir géolocaliser les producteurs médaillés 2022 près de chez vous. Et vous pourrez, depuis l'application, soit aller leur rendre visite, soit commander en ligne le produit médaillé qui est près de chez vous. Mercredi 2 mars, annonce en primeur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il sera aussi géolocalisé, qu'on pourra le suivre partout aussi. Ah bah c'est ça. Ah bah alors là, il y aura une balise. Accrochez-vous. Ah là, vous allez faire des kilomètres, hein, Arnaud Lemoine, hein, parce que je peux vous dire, Olivier Allemand, il a la terre qui lui colle aux chaussures après avoir été le patron de Campagne TV et conseiller du précédent ministre de l'Agriculture. Vous restez en fait, vous êtes vraiment dans votre domaine, vous êtes dans ce que vous aimez là, hein, le produit. En tout cas, ouais, c'est ça. En tout cas, ce rôle-là de commissaire général du concours général agricole, où on valorise les territoires, les produits et les agriculteurs et les éleveurs, parce que je n'en ai pas encore parlé, n'empêche que c'est un peu la synthèse de toutes mes activités précédentes. Et c'est un vrai bonheur. Bon, alors, un mot sur le concours général agricole. Tout le monde peut se présenter? Tout le monde peut se présenter à partir du moment, effectivement, où il respecte le cahier des charges initial. Il y a des coûts d'inscription qui sont de l'ordre d'une centaine d'euros et après, c'est nous qui faisons les prélèvements. Qui juge?
Alors qui juge, je vous dis, moitié professionnel, moitié des consommateurs avertis qu'on a formés, mais pour que Les vraiment... professionnels, c'est qui? Ce sont des gens des chambres d'agriculture ou ce sont vraiment des agriculteurs, des Ah non, éleveurs? ce sont vraiment des agriculteurs, des éleveurs, des viticulteurs, des œnologues. Pas des technocrates, quoi. Pas des qui gens sont comme, vraiment, comme Arnaud Lemoine, évidemment que non. Évidemment que non. Mais il n'empêche que... non, mais ce qui est important quand même, c'est de dire, ça y est, Arnaud est mort de rire, je vous l'écris parce que les auditeurs le voient pas. Oui, Mais heureusement. ça lui fait du bien un peu parce que... Effectivement, en plus c'est vrai, t'as pas été juré du concours aussi. Jamais. Non, c'est parce que j'ai un poste qui me le permet pas. Oui, c'est ça. Ah oui. Il y a un conflit d'intérêts après. Il y a un tu as conflit raison. Ah oui, bien d'intérêt. sûr, il Je faut peux rester pas. impartial. Hein, ça. Et puis, oui, voilà. Donc du coup j'ai oublié votre question. Ah ben, la question était de savoir qui juge et vous m'avez Oui, répondu à travers d'abord évidemment le travail sur le salon qui est un peu la finale, hein, la dernière sélection, C'est la finale. mais toute l'année. Ouais. Et Toute vous, l'année. vous avez eu presque 3 ans en fait pour le sélection. préparer. Alors on a parlé beaucoup des présélections dans les départements pour les produits et pour les vins, mais pour les animaux, parce qu'il y a le concours général des animaux, c'est toutes les foires agricoles qui commencent dès septembre dans chacune des races où ils sélectionnent les meilleurs spécimens génétiques. Vous n'êtes pas qu'ils souvent amènent chez au salon. vous, hein, Olivier Allemand. Oui. Hein ah, vous les faites les foires et Ah les. ben je et l'ai les- fait. Je l'ai fait. Ça fait partie de mon contrat de travail. Donc Non mais quand on aime ça, c'est formidable. Oui. Moi j'adore aussi, vous le savez, me balader dans le terroir et je vous envie quelque part d'être voilà toujours au contact de la terre et surtout des agriculteurs et c'est important parce que c'est un relais des gens qu'on n'entend pas souvent. Vous au moins vous leur prêtez votre oreille et vous les mettez en valeur. c'est une vraie obligation. On sait qu'il y a 50% des fermes qui vont se transmettre, qui doivent se transmettre d'ici 10 ans. Et on voit bien, et moi je le vois bien dans l'évolution de l'âge des jurés qui a cette année où on a une recrudescence de jeunes générations. Ça devient vraiment un enjeu sociétal. La traçabilité pour les jeunes générations, c'est extrêmement important. Et il faut peut-être rajouter quelque chose par rapport au salon, Oui, de dire tout simplement que se créent des vocations au salon. bien sûr. Quand Olivier dit qu'il y a 50% des transmissions qui sont à faire, on voit des adolescents qui viennent au salon qui n'ont jamais vu d'animaux, qui sont à la ville, etc. Et on crée des vocations aussi au salon. Ça se mérite aussi. Arnaud Lemoine, vous allez rester avec moi encore après la pub, on va se retrouver. Je vais vous présenter une nouveauté du salon que vous ne m'avez pas citée. À moi de vous gauler. Et merci Olivier Allemand d'être venu nous voir. merci, Je vais vous laisser Vincent. retourner au concours Oui, parce oui, que oui. ça a démarré ce matin à 9h30, c'est ça? Juste Oui, avant l'émission ça a commencé il y a une grosse demi-heure maintenant avec le concours bière. Justement, ça fait le lien avec ce que nous disait Philippe Dubief tout à l'heure. Ah bah voilà, la bière qui est en plein essor en France, hein. Les brasseries, les microbrasseries. Merci Bon Olivier salon, Allemand. merci Vincent. Et peut-être à la semaine prochaine pour parler du Nutri-Score. Hein Après 9 jours de salon, avec plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub, à tout de suite. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, nous revoilà au Salon de l'Agriculture, dans le hall 2. Hein, si vous êtes passé dans le coin, vous aurez peut-être remarqué le village Semence qui porte son nom parce qu'on est entouré de graines ici, figurez-vous. Et je reçois ce matin le président de la Fédération française des spiritueux. Bonjour Jean-Pierre Cointreau. Bonjour Vincent Ferniaud. Merci d'être avec nous ce matin, ce dimanche. C'est un Alors, plaisir. Jean-Pierre, vous êtes, je dirais pas accessoirement, mais par ailleurs, le président d'un groupe qui, avec de très belles marques comme les champagnes Gosset, le cognac Frappin, enfin voilà, donc entre vin et spiritueux, mais c'est bien naturel, parce que le vin est la première source, le premier, comment dire, la première matière première des spiritueux en France. Exactement, tous les spiritueux sont à 100% de base agricole et on peut dire que le raisin est la moitié de la matière première agricole que nous utilisons dans les spiritueux. Ouais, disons qu'on sait l'utiliser jusque dans ses derniers retranchements. Hein, même le marc qui est peut-être un sous-produit de la viticulture, eh bien on en fait quand même du spiritueux. Rassurez-vous, en Bourgogne, nous adorons faire du marc de Bourgogne. Néanmoins, il est vrai que le cognac et l'armagnac sont quand même des spiritueux nobles et champions à l'exportation. Alors, j'ai fait venir Je viens de comprendre la nouveauté. Jean-Pierre Cointreau parce que c'est la première fois, Exactement. Arnaud Lemoine, si vous n'étiez pas là en début d'émission, c'est le directeur du Sénéca qui possède le salon. C'est la première fois que les spiritueux, la fédération est représentée ici au salon. Absolument, c'est une première et on en est heureux. J'espère que vous serez là l'année prochaine et les autres prochaines années parce que on a quand même tous les alcools, tous les vins, etc. Les spiritueux. Je trouve que votre place est au salon. Il est clair que les vins, la bière, les spiritueux
font partie de l'art de vivre à la française, si bien reconnu par le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO du repas à la française, qui comprend l'apéritif et le digestif. Jean-Pierre, dites-moi, la période Covid et celle de confinement a été plutôt bénéfique pour la viticulture française parce que les gens confinés chez eux ont consommé plus. Est-ce qu'il en va de même pour les spiritueux? Alors il faut faire très attention quand on manipule les statistiques. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que pendant l'année 2020, la consommation d'alcool, vin, spiritueux, bière confondus, a été en baisse de 1,8% en France. Parce qu'il n'y en avait plus dans les bars et les cafés, peut-être, qui étaient fermés? Malheureusement, effectivement, nos collègues des cafés, hôtels, restaurants ont beaucoup souffert, ont encore souffert en 2021. Heureusement, les choses semblent s'arranger et le CHR va mieux se porter en 2022, j'en suis sûr. Alors moi, je suis très heureux, Arnaud Moine, que la fédération soit là, parce que d'abord, c'est un marqueur fort de notre savoir-faire français, nos beaux produits qui s'exportent. Évidemment, on le sait, pour le cognac notamment, qui est un spiritueux très très connu à l'international et un emblème de notre savoir-vivre français. Et quand on pense agriculture, on pense d'abord, il faut savoir que la majorité de l'agriculture, c'est quand même l'alimentation. Il y a effectivement de l'agroforesterie, il y a des fleurs, mais le principal de l'agriculture, c'est tourné vers l'alimentation. Mais on pense rarement, quand on dit agriculture aux gens, on pense rarement à la viticulture et encore moins à la distillation de cette viticulture. Peut-être que c'est en train de changer parce que le repas à la française, c'est vrai qu'on a mis l'accent sur l'alimentation, mais l'alimentation, ça va jusqu'à la boisson. Et donc peut-être que l'état d'esprit a un peu changé. Et je repense à l'époque du confinement, je me demande par rapport à l'alcool à la maison, s'il n'y a pas eu une découverte d'anciens nouveaux alcools que les gens ont redécouvert pendant le confinement avec les fameux apéritifs. Ou des liqueurs même. Des liqueurs, etc. Apéritifs digestifs. Voilà. Et je me demande si le confinement n'a pas été une opération découverte, même si les chiffres ont baissé, comme vous le dites, de nouveaux alcools qui étaient anciens et qui sont devenus nouveaux. Alors effectivement, les produits de terroir, les produits qui ont une histoire régionale sont des produits qui sont redevenus en vogue et de la même manière, nous avons beaucoup de nouveaux entrepreneurs qui ont créé des TPE qui aujourd'hui rentrent dans le métier de la distillation et ça peut être aussi bien pour des eaux-de-vie que pour des whiskies puisque aujourd'hui on a plus de 100 distilleries en France qui produisent du whisky. Pour des liqueurs, bien sûr, c'est dans l'ADN de la production de spiritueux. Il y a du whisky lorrain. Il y a du whisky breton et du whisky lorrain, du whisky normand, il y en a même dans le sud de la France. Voilà. Mais Jean-Pierre Cointreau, je me pose une question. Moi, je ne suis pas très versé dans le côté légal de la distillation. Il me semblait que la charge de bouilleur de cru disparaissait, qu'on ne pouvait plus la transmettre. Comment on fait aujourd'hui si on veut distiller? Alors, la charge de bouilleur de cru qui se transmettait de père en fils depuis Michel Debré dans les années 60 est quelque chose qui ne peut plus se transmettre. En revanche, vous avez toujours le droit d'aller vers la régie des alcools et leur demander la possibilité d'utiliser un alambic. Une sorte de licence, quoi. Tout à fait, tout à fait. N'oubliez pas, une licence crée des redevances qui sont des taxes comme on les aime bien en France. Parce que Arnaud Lemoine disait il y a d'anciens alcools qui sont redevenus modernes, tendance, on pourrait dire, trendy même. Ouais. Moi, je pense aux liqueurs, par exemple, parce que nos spiritueux, nos alcools, nos eaux de vie sont des marqueurs de nos terroirs, avec des grandes différences. Vous avez cité Armagnac, Cognac et la dualité, les cousins ennemis, là. Mais quand on pense aux liqueurs, il y a des liqueurs régionales un peu partout en France, et des crèmes aussi, par exemple. Il est clair que si on prend l'ensemble des départements et l'ensemble des régions françaises, à plus de 90%, que les vins et spiritueux ont une existence, et les spiritueux notamment ont une existence dans des régions où il n'y a pas de vignes. On a parlé tout à l'heure de la Bretagne, on peut aussi parler de la Normandie avec le Calvados, et on peut surtout parler aussi des départements d'outre-mer où le rhum est quand même le spiritueux essentiel. C'est une fierté, parce que... D'origine agricole puisque canne à sucre.
On a parlé du raisin, on a parlé des céréales tout à l'heure avec la vodka, on peut aussi parler de la canne à sucre avec le rhum. Alors on peut s'enorgueillir de nos rhums parce que au milieu d'un monde grosso modo hispano-anglo-saxon du rhum dans les Caraïbes, le rhum français, sa particularité, c'est ce rhum agricole parce qu'il n'est pas un sous-produit de l'industrie sucrière. Toute la canne à sucre sert à faire ce rhum. C'est ça la différence grosso modo. Alors j'aime pas le mot de sous-produit parce qu'il s'agit de valorisation d'un produit agricole. Néanmoins, le rhum agricole tel que nous le connaissons en France a une supériorité incontestable. Oui, peut-être des notes plus intéressantes. C'est intéressant parce que les spiritueux français, liqueurs ou eau de vie, Arnaud Lemoine, ils ont toujours été présents ici. Quand on va sur les stands des régions, on voit bien qu'il y a des producteurs, des petits distributeurs également, mais jamais sous l'égide de la fédération qui emmène le mouvement là. Bien sûr, et là c'est une belle initiative puisque au lieu d'avoir une vision un peu précise ou partielle des liqueurs, des alcools, etc. Maintenant, grâce à vous, on va avoir une idée un peu plus globale. Et je pense que grâce à vous, c'est ce que je disais, on va redécouvrir des alcools chers au cœur de certaines régions, mais qui ne sont pas connus de la région d'à côté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on a parlé raisin, on a parlé céréales, on a parlé canne à sucre. On peut évidemment, avec les liqueurs, parler de tous les autres fruits, notamment les fruits rouges. La crème de cassis et le kir en Bourgogne, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, les alcools blancs d'Alsace, par exemple, rentrent aussi dans votre fédération ? Bien sûr, les alcools blancs d'Alsace. Et il faut savoir que dans les distilleries de whisky, beaucoup de distilleries d'eau de vie en Alsace et ailleurs sont productrices de whisky français. Ah, ça c'est intéressant alors. Parce que pourquoi le whisky, on peut demander, même si historiquement ça n'est pas français, c'est juste une force de frappe commerciale incroyable dans le monde. Ah, je crois surtout que le marché français on peut le regretter quand on a des racines à cognac, mais le whisky français le whisky en France est une des grandes consommations de spiritueux qui a détrôné certains apéritifs anisés depuis longtemps. Jean-Pierre Cointreau, je vais poser la question au président de la fédération que vous êtes. Comment peut-on lutter contre les eaux de vie étrangères, contre les prémix, contre les apéritifs souvent faits avec moins d'amour ou de savoir-faire? Comment est-ce qu'on peut garder un peu de notre culture française, moi tant pis je suis chauvin sur les eaux de vie, sans se faire laminer? Alors je crois que nous avons la chance dans la Fédération française des spiritueux d'avoir à la fois quelques grands groupes qui sont des locomotives, qui lancent, développent des marques prestigieuses à l'export, mais nous avons aussi beaucoup de PME qui ont justement ressuscité les marques locales dont vous parliez tout à l'heure, les ont prolongées, les exportent et font en sorte que le savoir-faire français soit reconnu à l'étranger. Pour vous citer un exemple, je faisais le décompte hier des entreprises du patrimoine vivant, donc ces entreprises reconnues par le label d'État qui est un savoir-faire d'excellence. Nous avons aujourd'hui plus de 25 entreprises dans les spiritueux qui sont labellisées entreprises du patrimoine vivant. Un dernier mot en rapport avec l'actualité. Vous avez en filigrane parlé des eaux de vie de céréales, que sont le whisky par exemple, puisque c'est l'orge maltais ou même le blé maltais pour certaines vodkas qui peuvent servir. Est-ce qu'il y a une tension due à la situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce que même les eaux de vie françaises de grains peuvent être touchées par cela? Alors, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour pouvoir imaginer quelles vont être les conséquences de la situation géopolitique actuelle. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que 80% des céréales maltais sont exportées aujourd'hui. Donc, si on en a besoin en France, on pourra les garder en France. Nous avons à la fois un terroir, un savoir-faire en production, des agriculteurs ou des viticulteurs fantastiques en France. Et je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes pour le futur. Bon, Arnaud Lemoine, on est bien armé. Alors, on va y aller doucement, parce qu'il est bientôt 11h, là, 11h moins le quart. On va pas tout de suite aller taper dans les eaux de vie françaises. Peut-être y mettre le nez et juste le bord des lèvres, parce qu'il faut faire ça parcimonieusement, avec raison. Pourtant, c'est important parce que, là encore, j'aime à le répéter, c'est un marqueur fort de ce fameux repas français. Ça fait partie de notre culture à table et on est content de les avoir ici. Oui, et puis il faut jamais oublier que l'agriculture, alors j'aime pas le mot, mais l'agri-fierté, le made in France. Après le agri-bashing. Après le agri-bashing, moi je préfère le mot agri-fierté qui vient du Québec. Voilà. Et c'est important, le made in France ici,
on voit quand même beaucoup de gens qui sont attachés au Made in France et qui découvrent que c'est de la qualité, pas forcément plus chère, des traditions, de la modernité. Donc oui, tout le monde a sa place ici et je suis encore une fois très heureux de vous y convier. Arnaud Lemoine, je vais vous libérer. Je garde Jean-Pierre Cointreau avec moi encore quelques minutes. Bon dimanche à tous. Et bonne semaine, là, oui. Puisque dès demain, c'est reparti jusqu'à dimanche prochain. Que tout le monde vienne nous voir, on sera content. À bientôt. À la porte de Versailles à Paris. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y en a peut-être quelques-uns. Allez, on se retrouve tout de suite après une petite coupure. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bien mes amis, voilà, on est de retour ici au Salon international de l'agriculture, toujours à la porte de Versailles. Oui, je disais à Arnaud Lemoine, le directeur de syndicat qui nous a quittés il y a quelques minutes, il y a peu de gens qui ne sont pas au courant. Hein. S'ils sont passés une fois, ils retrouveront où ça se passe. Ça n'a pas bougé depuis des années. Alors, toujours avec Jean-Pierre Cointreau, le président de la Fédération française des spiritueux. Spiritueux, on entend à la fois eau de vie et liqueur, hein, c'est ça, grosso modo. Eau de vie, liqueur, vodka. Apéritif aussi. Il y a aussi, bien sûr, des apéritifs. Un spiritueux, c'est un alcool à plus de 15 degrés. Bah voilà. Hein, voilà, c'est clair, il y a une définition. Et puis on reçoit en face de vous Damien Van Ast. Bonjour Damien. Bonjour à vous. Merci. Vous êtes agriculteur et vous nous direz quelques mots tout à l'heure d'un collectif qui a bien fait parler de lui. Vous savez que moi je suis toujours très attentif aux efforts qui sont faits pour rendre je dirais cette agri-fierté dont parlait Arnaud Lemoine aux agriculteurs et parler des agriculteurs. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Ça serait dommage quand même sur le salon de ne pas le faire. Mais je voudrais terminer avec vous, Jean-Pierre Cointreau. On parlait tout à l'heure d'éventuelles mesures, hein, c'est l'actualité qui dicte, hein, j'en suis désolé, d'éventuelles mesures prises contre la Russie, hein, qui est quand même un gros client, la Russie, et notamment des cognacs et des eaux de vie françaises. Est-ce qu'il y a un risque de perte de marché pour la fédération, enfin pour les adhérents de la fédération côté de cognac? Écoutez, je crois qu'il faut être très prudent à l'heure actuelle. Personne ne sait comment les choses vont réellement évoluer. Ce qui est sûr, c'est que nous avons des consommateurs très fidèles, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Les alcools... Oui, les pays de l'Est, ils aiment bien les eaux de vie, hein, on est d'accord, les alcools forts. Les alcools traditionnels comme le cognac, l'armagnac, les eaux de vie de fruits sont des produits appréciés chez ces gens-là. Bien sûr, si on nous interdit de commercer, on se conformera aux lois. Mais pour le moment, je crois que c'est totalement prématuré et je voudrais surtout pas paniquer mes adhérents sur le sujet. Alors, on parle évidemment de tous ces produits alcoolisés. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, que la loi E20 oblige quand même à beaucoup de réserves, donc on le fait avec modération lorsqu'on déguste. Toutefois, il a fallu créer autour de cet univers, je dirais, de notre distillation française, que ce soit en métropole, mais aussi dans les dom-toms, avec évidemment l'attrait de nos rhums, par exemple. Il a fallu créer une sorte de tourisme spirituel, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en tout cas autour de la distillation. Très sincèrement, le tourisme du savoir-faire n'est pas lié à la loi E20. Il se trouve que c'est un moyen de communiquer sur l'excellence des méthodes de fabrication de nos produits en France. Il se trouve aussi que c'est une fierté pour les salariés des entreprises qui les fabriquent que de faire visiter leur lieu de travail. C'est aussi un moyen d'expliquer tout le travail qui est fait avec l'amont agricole. Je rappelle que ça fait maintenant des dizaines d'années que la contractualisation à long terme entre l'agriculture, la viticulture et les transformateurs que nous sommes a été créée. Donc il y a autour du tourisme de savoir-faire, autour du tourisme que d'autres qualifient d'industriel, un travail passionnant d'éducation à la qualité de nos produits. Et je pense que ça fait la fierté de tout le monde. Un petit mot, on pense beaucoup à la consommation telle quelle, hein, la dégustation en verre. Dans la cuisine française, les alcools, les liqueurs et dans la pâtisserie ont eu tendance quand même à disparaître. Hein. Il y a eu une sorte de liqueur bashing et d'alcool bashing pour les pâtissiers, hein, qui utilisent de moins en moins en général, parce que c'était un conservateur aussi. Écoutez, vous avez des pays comme le Japon, par exemple,
qui traditionnellement ont utilisé les liqueurs dans leur pâtisserie. Sur la France, disons que peut-être les petites crêperies au coin de rue ont consommé moins de produits spiritueux, mais je pense que c'est plus dû au marketing des marques qui étaient concernées que simplement à la dégustation des consommateurs. Bon, alors ça va. On a encore des beaux jours devant nous en ce qui concerne nos eaux de vie. J'ai envie de dire de terroir, hein, parce qu'il y a une diversité telle. Il n'y a aucun doute, sinon on ne serait pas au salon de l'agriculture. Bien entendu. Jean-Pierre Cointreau, je vous ai présenté Damien Van Ast, qui est... Vous êtes agriculteur. Vous êtes agriculteur dans les Yvelines. Exactement. Je suis agriculteur à Houdan, dans les Yvelines. Ça, c'est votre métier. C'est mon métier, votre carrière. Voilà. Et puis, avec quelques-uns de vos amis, vous avez eu une initiative il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on est une soixantaine d'agriculteurs. On a monté un collectif. Donc, un collectif, c'est un peu quelque chose d'informel. Et dont le but est de répondre à l'époque, on en parlait beaucoup, et encore maintenant, hélas, de l'agribashing. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire d'innovateur pour éviter, pour remédier cet effet. Et on s'est dit on va créer un numéro vert pour mettre en direct le lien en direct entre l'agriculteur et l'exploitant et le citoyen. C'est-à-dire le citoyen qui, s'il a une question agricole, au lieu de passer par des articles, même Internet, il a un numéro vert et au bout il a un agriculteur qui essaie de lui répondre, qui lui répond. Dans la mesure où on est 60, on a chacun des spécialités de culture différentes ou d'élevage. D'accord. Donc si on a des connaissances un peu quand même, mais si c'est pas suffisant, la personne, on se permet de lui dire, bougez pas, on va vous rappeler. Je vais appeler mon collègue. C'est le fameux SOS détresse amitié du Père Noël est une ordure, quoi. Exactement. Hein, ouais, c'est la ligne ouverte. Mais j'aime bien que ça soit un numéro vert pour les agriculteurs, oui. Ça fait sens. Exactement. La couleur est de bonne mise. Ça a bien marché. Donc ça a très bien marché. On a reçu plus de 1000 appels. 30 heures de ligne continue. Aujourd'hui, la ligne existe toujours. Donc, vous pouvez donner le numéro ? Oui, le 0805 382 382. 0805 382 382. Voilà. Et on peut tout dire. Il n'y a pas de langue de bois. Non, il n'y a pas de langue de bois. Le but est d'expliquer nos pratiques. Voilà. Par contre, c'est pas de faire de la politique non plus, de venir en conflit. Oui, mais vous faites pas un petit peu allumer, par exemple, sur les engrais, sur le glyphosate, sur des pratiques, je sais pas moi, sur la chaptalisation dans le vin ou choses comme ça? Alors le vin, moi je botte en touche parce que c'est vraiment pas mon métier. Votre secteur. Voilà. Donc sinon sur les autres, si on peut être attaqué, mais on va expliquer pourquoi et comment c'est utilisé. Le glyphosate, comment c'est utilisé en France. Par rapport à des produits d'importation qui sont. Et pourquoi on peut pas juste s'en passer du jour au lendemain, peut-être? Parce que un agriculteur, c'est aussi un entrepreneur. Il faut qu'il fasse vivre son entreprise. Il faut qu'il fasse vivre. Et nous, on est prêt à s'en passer si on nous propose un produit de substitution. Mais si celui-là, il n'existe pas, ça va être compliqué. Surtout dans mon cas où je suis en transition vers de l'agriculture de conservation des sols. Donc ça veut dire qu'on a besoin du glyphosate dans cette technique-là. On capte du carbone, mais en contrepartie, en effet, on utilise un peu de glyphosate. Voilà. Mais tout n'est pas. Et qui répond au téléphone alors, Damien? Vous avez fait vos vacations, vous? Exactement. Ah oui. Ouais. Donc moi c'est le jeudi principalement. Très bien. Alors s'il y a des fans de Damien qui peuvent vous voir à l'image, par exemple sur notre chaîne YouTube, voilà, ils peuvent appeler le jeudi. Ouais, entre autres. C'est quoi votre spécialité qu'on sache que Alors moi je fais de la grande culture, blé, orge, colza, lin fibre par chez nous et très bien. Et un peu de maraîchage spécialisé dans la fraise. En vente directe. Bon alors le jeudi à partir du mois de mai, si vous êtes vraiment en questionnement sur les fraises, Damien vous recevra sur le 0820. Combien vous avez dit? 0805 382 382. Vous avez noté, j'espère. Autrement, je vous le redonnerai sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon écoutez, c'est une bonne initiative. Ça va perdurer, j'imagine. Ça perdure et le numéro vert fonctionne en fonction de l'actualité agricole. Donc, tout ce qui est question agricole, des fois il y a des creux, il n'y a pas trop d'appels, et des fois, il y a des appels quand l'actualité médiatique a des sujets liés à la nourriture ou de l'agricole en général. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça nous met directement au contact de nos agriculteurs qui ont souvent pas la voix qu'on aimerait qu'ils aient. C'est-à-dire le porte-voix. C'est un petit porte-voix que vous avez mis en place. Ici la terre. Ouais. # ici la terre pour les réseaux. C'est ça. Et donc, à contrario, le salon qui dure une semaine, où les citoyens, les consommateurs peuvent voir des agriculteurs, nous sommes ouverts toute l'année. Donc, voilà.
hein, pas que la semaine du salon. Exactement. Ouais. Bah, c'est bien, vous faites le relais comme ça. Merci beaucoup, Merci Damien à vous. Bornas. Belle initiative. Ici, hashtag ici la Terre. Le numéro, vous l'avez noté. Sinon, vous le retrouverez évidemment sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Bon, bah, je vais vous laisser parce que le dimanche ne fait que commencer. Il est bientôt 11h. On va se régaler de quelques visites ici sur le salon de l'agriculture. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h. Vous en avez l'habitude. C'est toujours la même heure. Mais on sera encore ici au salon de l'agriculture. Ce sera d'ailleurs le dernier jour. On pourra peut-être faire un tout petit peu le bilan. Je vous laisse avec le journal. Après, vous retrouvez Alexandre Devecchio en toute vérité. Et puis ensuite, Nathalie Schrenn-Guillerma. C'est ça la France avec ses belles entreprises, peut-être agricoles cette semaine. Allez, à la semaine prochaine et bon dimanche sur Sud Radio.